Suite aux universités 2018, où on avait, avec Alain Minguez, développé l'idée de mettre le oui des usagers en avant dans notre démarche d'accompagnement, on a mis en place un service d'évaluation au sein de l'ESAT Var-Est afin de permettre aux personnes d'être accompagnées au mieux dans leurs désirs. Cette démarche évaluative est assez simple, on se base sur des systèmes évaluatifs étalonnés qui permettent d'avoir une vision très objective des personnes. Une fois qu'on a eu cette première évaluation objective, on l'a confrontée un petit peu aux personnes et à leur connaissance d'eux-mêmes. Et donc notre idée a été d'accompagner les personnes à mieux se connaître pour pouvoir évoluer dans leur projet et se faire aider au bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, on souhaite que les personnes accueillies deviennent les acteurs de leur accompagnement. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une aide dans telle situation, eh ben, il faut que j'en ai conscience, sinon je ne demanderai jamais d'aide. Ou alors, si on m'aide à ce moment-là, je ne l'accepterai pas parce que je n'ai pas conscience que j'en ai besoin. Ça, c'est la grande idée force qu'on a cherché à installer dans notre système de services socio-éducatifs d'évaluation, en fait. Hein. C'est-à-dire de bien connaître les personnes, nous-mêmes en tant que professionnels, mais également de permettre aux personnes de se connaître pour pouvoir avoir des soutiens qui sont adaptés et acceptés surtout. J'ai eu le plaisir d'animer l'atelier de l'habitat inclusif aux universités de l'ADAPI 2018. Avec le groupe de travail, nous avons mis en évidence des besoins qui n'étaient pas couverts et nous avons fait un certain nombre de propositions. Certaines ont d'ores et déjà été mises en œuvre sur l'année 2019. Nous avons acquis 4 appartements sur la résidence Clatinis et 8 appartements en plein centre de Fréjus. Ces 12 appartements viennent compléter notre offre d'habitat inclusif. Sur le site du Mas de Paracol, nous avons mis en œuvre un appartement pédagogique qui complète les dispositifs tremplin vers l'habitat inclusif. Nous avons transformé, avec l'accord du conseil départemental, 2 places de foyer d'hébergement classique en foyer éclaté pour créer une colocation en plein centre-ville de Fréjus. Nous avons obtenu le permis de construire pour notre nouveau concept, la résidence solidaire en plein cœur de Brignoles, qui va concentrer 3 dispositifs, une colocation de 7 personnes, un foyer d'hébergement sous forme de studio de 13 places, 5 appartements autonomes. Grâce à tous ces nouveaux dispositifs, nous sommes aujourd'hui en capacité de répondre à l'attente des résidents qui souhaitent s'orienter vers des habitats plus autonomes et plus inclusifs, quel que soit leur niveau d'autonomie. Nous avons mis en place notamment un axe d'amélioration qui était lié à la pérédance, puisque certains travailleurs ont des compétences professionnelles avérées dans leur métier, et la pérédance consiste à transmettre cette expertise à des collègues de travail. L'axe d'amélioration issu de notre réflexion lors des universités de l'API Var-Méditerranée 2018 était d'intégrer cette pérédance au dispositif d'organisation du travail, ce que nous avons fait, qui est très valorisant pour les travailleurs concernés et apporte une réelle plus-value pour l'équipe de travail concernée. Cette notion intégrera sans doute les prochains projets d'établissement, voire contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Travailler en autonomie, c'est avoir plus de responsabilité, faire du travail du début à la fin, jusqu'à la livraison. Alors nous sommes appuyés sur les pistes qui avaient été évoquées aux universités et nous avons mis en œuvre différents moyens matériels et humains pour développer cette autonomie. Alors nous sommes bien sûr appuyés sur le potentiel et l'envie de certains travailleurs. Nous avons acquis plusieurs véhicules adaptés, sans permis, ce qui permet aujourd'hui à des travailleurs de se déplacer dans différents points et de gérer, on va dire quasiment intégralement des chantiers, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ça a bien sûr un peu modifié la notion d'encadrement des moniteurs qui là se trouvaient référents, mais plus
en étant aussi proche que d'habitude. Ça a mis aussi des usagers en situation d'autocontrôle, ce qui est très intéressant, et puis de prendre l'habitude de rendre compte à l'issue de la tâche, alors qu'en temps normal, ils rendent compte au fil de l'eau. Le mot qui revient très souvent des travailleurs qui sont dans cette situation, c'est qu'ils parlent de la confiance qu'on leur a accordée. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour continuer de développer ce projet. Suite à ces universités, on a formalisé et accentué notre partenariat qui existait déjà, mais on l'a accentué avec les IME sous la forme de journées d'immersion. Et en fait, ces journées ont pour but de faciliter le passage des jeunes de l'IME vers l'insertion professionnelle. C'est aussi faciliter finalement l'adéquation entre les apprentissages reçus en IME et la réalité du terrain. Et dans les mois à venir, nous avons un projet encore beaucoup plus formel pour faire une autre encore passerelle avec une autre équipe qui va se déplacer à l'IME et après eux ils viendront chez nous. Le but, vous vous en doutez, c'est de permettre aux jeunes de passer de l'école à l'insertion professionnelle, c'est de permettre à ces jeunes de passer de l'adolescence vers l'entrée dans l'âge adulte en leur donnant par leur travail l'accès à une autonomie de vie à laquelle ils aspirent. Cette collaboration, nous l'avions déjà démarrée une année auparavant. Les élèves de plusieurs classes de l'école de Cuers venaient passer une après-midi avec nous. Cette rencontre se passait tellement bien qu'on a voulu continuer et nous avons organisé des ateliers art-thérapie, ateliers art plastique avec ces élèves. Ces mêmes élèves que nous rencontrions ici même, au sein de leur classe, au sein de leur école. Nous avons mis en place, par rapport aux œuvres que nos résidents confectionnent, nous intervenons sur les marchés de Noël. C'est une valorisation de nos résidents, de leur travail, de leur implication. L'année d'avant, on avait participé à une course. Cette année, donc, on a participé à 2 courses, 3 même d'ailleurs. Donc une course à laquelle on avait déjà participé l'année d'avant, c'est les Running Day, voilà. Et donc on a fait également un trail, trail des Joëlettes, à Tourette-sur-Loup, avec un résident, et on a profité d'une possibilité de faire un marathon par équipe pour participer à ce marathon. Et ce qui était sympa dans le projet, c'était le par équipe, puisque ça permettait d'engager une équipe de résidents. On a inscrit leur nom au palmarès, donc, du premier marathon de la Provence verte qui s'est organisé cette année. Et ça nous a permis de mixer aussi des différences, les différences des uns et des autres. Voilà. Ce qui est important, c'est d'être parmi les autres. C'est ça qui nous intéresse. C'est pouvoir faire en sorte que nos résidents soient parmi les autres. Le profil sensoriel qui a été mis en place en coopération avec la psychologue de l'établissement a pour vocation première de repérer les spécificités de traitement et les compétences des résidents. Et ça permet pour nous, équipe, de mieux comprendre les résidents et in fine leur proposer des accompagnements qui correspondent à leurs intérêts, à leurs besoins, à leurs envies. Donc l'importance pour nous, et grâce à cet outil, c'est de mieux cerner une partie de leur identité, ce qui permet de là de pouvoir mieux communiquer avec eux en respectant leurs compétences mais aussi leurs limites, et de là de proposer mais avec eux un accompagnement à leur mesure, personnalisé pour eux, afin qu'ils soient davantage acteurs de leur propre accompagnement et de leur propre place au sein de l'établissement. C'est un logiciel qui permet, comme son slogan le dit, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, et donc ça leur permet de s'exprimer plus facilement, et donc de réduire l'angoisse par rapport à la communication. Donc nous, on est encore en phase d'apprentissage actuellement, donc les résidents sont encore en train de s'approprier les pictos qui sont présents sur la tablette. Mais en tout cas, déjà, c'est un moyen ludique, donc ça leur plaît d'y participer. Depuis les dernières universités, nous avons consolidé le projet de coopération avec l'école primaire de Hyères, l'école des Îles d'Or. Pour mémoire, l'IME a une grande expérience
d'une classe intégrée, puisque bien avant toutes les politiques d'inclusion, je crois que cela fait au moins 40 ans qu'existe ce système de classe intégrée. Premièrement, il fallait quand même trouver une école dans un périmètre géographique suffisamment accessible de l'IME. Ensuite, c'est un partenariat qui s'est d'abord construit avec les inspecteurs de l'éducation nationale et les mairies environnantes pour trouver une école qui est une classe à nous mettre à disposition, parce que ça paraît simple, mais en fait c'est très compliqué. Nous avons donc fait connaissance avec la direction de l'école de Hyères, et là, je dirais qu'on a déployé ce projet dans la même dynamique que ce que l'on déployait auparavant, à savoir intégrer une moyenne de 6 à 8 jeunes, guère plus, qui sont accueillis donc par un instituteur de l'éducation nationale, mais mis à disposition de l'IME. Pour qu'un tel projet fonctionne, il faut déjà une volonté de part et d'autre, c'est-à-dire une volonté de la direction de l'école qui nous accueille et la volonté aussi de l'équipe de l'IME d'avoir ce souci de favoriser le plus possible l'intégration en milieu ordinaire. Il faut co-construire un projet commun, un projet où les uns comme les autres se sentent à même niveau, où la question des compétences scolaires n'est pas mise en avant. Pour les enfants qui sont en IME, il faut toujours avoir en tête que s'ils sont en IME, c'est que l'école ordinaire n'a pas fonctionné. Donc pour eux, retourner dans une école ordinaire n'est pas si simple que ça. Et là encore, contrairement aux idées reçues peut-être, ils ne le réclament pas forcément. Par contre, pour les parents, ça c'est très rassurant parce que ça laisse leur enfant en partie au moins dans le milieu ordinaire. Donc c'est effectivement très pertinent pour les parents, mais ça demande pour les équipes qui accompagnent les enfants un gros travail de réassurance. Il existe aussi des limites pour un tel projet, à savoir qu'il est aujourd'hui vraiment très difficile, pour ne pas dire impossible, d'intégrer des enfants qui auraient des troubles du comportement majeurs, parce que ça met tout le monde en difficulté. La deuxième limite, c'est le décalage. Les jeunes de l'IME, bien évidemment, ont quasiment tous un retard d'acquisition des compétences scolaires. Donc pour faire court, un jeune de 14 ans ou 12 ans va avoir un niveau de compétence CE1, CE2, et ce serait les mettre vraiment en difficulté que de mettre un jeune qui aurait un gabarit d'adolescent bien développé dans une école primaire, où là, juste cette différence physique remet en évidence les différences de niveau et donc le renvoie à son propre échec ou à ses propres difficultés. Les projets, c'est d'essayer de modéliser la même chose sur un niveau collège pour que justement nos adolescents puissent là aussi trouver une classe intégrée et trouver des passerelles qui seront celles qu'on pourra trouver au niveau qu'est le leur, mais trouver des passerelles avec des adolescents, donc des jeunes de leur âge. Les points forts de cette inclusion, on le ressent essentiellement du côté de l'IME. Nous voyons la joie, d'abord la crainte qui se transforme en joie. Chaque matin, chaque lundi matin et jeudi matin, quand les enfants viennent avec Nathalie, je vais les accueillir. Ce sont des jours où je suis déchargé de classe, donc je vais les accueillir au portail avec un petit mot personnalisé. Et le sourire est la plus belle récompense que nous puissions avoir. Les récréations, dans un premier temps, c'était un petit peu difficile pour eux. Ils étaient un petit peu à l'écart entre eux. Certains, plus à l'aise, ont commencé à jouer avec les autres. Et ça, du coup, ça a changé le regard de nos élèves. Et la plus-value pour l'école, c'est le regard sur la différence. Au niveau de l'expérience que nous avons eue, c'est vrai que nous avons eu un deuxième projet, avec là, cette fois-ci, des grands adolescents, pour le projet potager. Et là, au niveau de la plus-value de l'école, ça a été l'aide humaine pour les enfants. Des petits, c'était des petits de CE1. Et voir ces grands adolescents qui avaient une expertise, des compétences, ça a été un plus pour eux. Et je crois que le regard des enfants sur ces adolescents a été un plus pour les adolescents. L'école a en effet un rôle à jouer sur l'inclusion et sur la différence, et c'est déjà le cas depuis la loi de 2005, puisque nous avons dans nos écoles des inclusions d'enfants avec différents types de handicap. On a du handicap, certains enfants sont porteurs d'un handicap moteur, mais d'autres ont des troubles de l'attention, des troubles du comportement, et nous avons déjà de facto une école qui ouvre sur la différence. Là, c'est une ouverture un petit peu plus large, qui n'est que positive pour tout le monde. Durant l'atelier L'école inclusive, plusieurs pistes ont vu le jour, notamment le fait qu'on puisse intégrer les enfants polyhandicapés au sein des écoles classiques, mais avec quel outil pourrait leur permettre d'intégrer ces écoles. Au sein de l'EAP, on a une dizaine d'enfants qui ne communiquent que par le regard. C'est pourquoi on a fait l'acquisition d'un appareil qui utilise une commande oculaire. Cette commande oculaire va permettre à ces enfants de s'exprimer, mais aussi d'accéder aux apprentissages.
Et c'est grâce à cet outil qu'on pourra peut-être un jour les intégrer en milieu ordinaire. On en est encore au stade de l'évaluation et de l'expérimentation. Il y a une dizaine d'enfants qui utilisent ce matériel, d'une part avec moi pour le développement des compétences de communication et d'autre part avec l'institutrice pour le développement des compétences scolaires. On avance petit à petit et c'est un outil qu'ils ont facilement pris en main. L'institutrice a pu mettre à jour certaines compétences comme connaître les notions de couleur, connaître les notions de grandeur, effectuer un puzzle. Ça, on ne pouvait pas savoir qu'ils étaient capables de le faire avant d'utiliser cet outil. Depuis les universités 2018 et l'atelier que j'ai animé lors de ces universités de l'ADAPI, il y a eu l'émergence de vouloir faire un projet autour de l'autisme, puisque je travaille dans une institution qui accueille des adultes autistes. Et ce qui manquait, c'était la rencontre des personnes qui pouvaient initier ce projet. Et ça a eu lieu, en fait, lorsqu'on a pu assister à l'Université des sciences humaines et des lettres à Aix-en-Provence. Il y a eu une conférence, une journée conférence, en fait, qui accueillait l'autisme et la musique, et la présence d'une association qui a été créée par des adultes autistes. Nous sommes rentrés en contact avec les membres actifs de l'association Compagnie Harmonie Autiste qui relayent dans ses membres actifs et militants autour de l'autisme des personnes qui seraient susceptibles de venir sur notre établissement. Ils pourraient du coup de ce fait agir sur deux plans. Le premier, ce serait de pouvoir faire une conférence, un échange, une discussion pour qu'ils puissent simplement parler de la façon qu'ils ont de voir le monde en interaction avec les accompagnants. Et puis ensuite peut-être observer un petit peu et participer à des temps d'activité et s'imprégner de notre lieu de vie et nous faire un retour aussi sur notre environnement. Est-ce que notre environnement n'est pas déjà nocif juste dans sa conception, dans sa lumière, dans son bruit, tout ça? L'objectif final, c'est que en tout cas celui que l'on a commun avec l'association, puisqu'ils sont artistes, mais aussi revendicatif de faire connaître l'autisme, c'est de pouvoir justement faire que les personnes se rendent compte que les accompagnants travaillent avec des personnes qui peuvent être différentes d'eux, qui peuvent avoir une perception différente et que l'ajustement se fait à ce niveau-là. En matière de soutien aux familles, nous avons voulu initier sur le pôle enfance une action auprès des parents dès la toute petite enfance, puisque on sait aujourd'hui que beaucoup de choses peuvent se repérer, non seulement se repérer, mais aussi infléchir des pronostics sur des difficultés rencontrées par les enfants. Donc l'idée, c'est pas de pas transformer cet espace-là que l'on a appelé les parentales, donc en espace de consultation, parce que les consultations, ça existe ailleurs. C'est vraiment d'offrir un endroit pour que les parents qui ont une inquiétude X ou Y, auxquels ils ne trouvent pas de réponse, parce que souvent les professionnels vraiment peuvent parfois minimiser un petit peu ce souci-là, puissent avoir un lieu où on vienne soit les aider dans cette difficulté, parce que la difficulté est réelle et il faut prendre au sérieux les difficultés qu'évoquent les parents, soit peut-être effectivement repérer un vrai trouble et si c'était le cas, pouvoir du coup enclencher auprès de la famille un projet de soins et leur donner les bonnes adresses pour que le soin se mette en place le plus vite possible. Soutenir les familles d'un proche en situation de handicap et apporter une aide aux aidants est une priorité de notre action associative. C'est une évidence pour nos administrateurs bénévoles que d'être présents, d'accompagner et d'utiliser leur propre expérience au service d'autres familles. Alors depuis les dernières universités, nous avons poursuivi l'organisation de conférences sur des thématiques très particulières, au cœur des préoccupations des aidants, en présence de spécialistes sur des sujets qui les préoccupent, donc comme leurs droits ou leurs démarches administratives, juridiques. Nous avons également en juin dernier proposé un grand format un peu nouveau, en présence de Joseph Chovanec, sur le thème « Être parent d'un enfant différent ». Et ce sont 60 familles qui ont répondu présent ce jour-là. L'ADAPI cherche également à développer de nouveaux dispositifs pour être présente à chaque étape du parcours de l'aidant. Le service SOFA, lui, continue au bout de 3 ans de remplir sa mission et grâce aux assistants au projet et au parcours de vie,
Ce sont des centaines de familles qui ont pu bénéficier désormais de ce service. Enfin, la maison de répit continue d'accueillir des enfants pour des séjours temporaires et de permettre à leurs parents de s'accorder un temps de répit indispensable pour mieux accompagner leur enfant à leur retour à la maison. Grâce aux fonds que nous collectons à travers nos actions caritatives, nous pouvons financer du renfort de personnel au sein de la maison de répit et financer des journées d'ouverture supplémentaires sur les périodes les plus demandées. Donc c'est là encore un service bien utile pour des familles qui en ont bien besoin. Donc dans nos perspectives, nous allons continuer d'amplifier nos actions pour les aidants. Et pour cela, il va falloir recruter et former de nouveaux pères aidants pour qu'ils puissent accompagner les familles en toute complémentarité avec les professionnels de nos établissements. Alors, durant l'atelier anticiper l'avancée en âge lors des universités 2018, on a de suite réfléchi à développer une culture commune. Passer d'une culture hospitalière au niveau des EHPAD à une culture médico-sociale. Pour ce faire, on a souhaité mettre en place des formations communes pour l'ensemble des établissements et permettre justement le partage d'expériences, d'expertise de chacun des professionnels. À cela s'ajoute aussi l'organisation d'accueil et de prévisite pour les nouveaux entrants en situation de handicap, leur permettant de choisir leur chambre, de participer à des animations, de vraiment prendre la mesure de ce qu'est un EHPAD, comment ils vont être accueillis et quelles sont les activités qui leur sont proposées. Alors dans le même ordre d'idée, pour permettre une adaptation la plus facile possible aux personnes en situation de handicap, on permet l'accueil d'un parent, de son fils et sa fille en situation de handicap au sein des EHPAD, leur permettant d'avoir une chambre chacun, mais communicante ou très proche, évitant toute rupture dans le parcours. Alors aujourd'hui, les EHPAD doivent proposer une offre de service multimodale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir placer l'EHPAD comme une plateforme de service. À ce titre, les EHPAD de la Marquisane sont prêts à répondre à des appels aux projets tels que les EHPAD hors les murs et de pouvoir aussi travailler en association et par convention avec l'entraide sociale, qui est un acteur de premier plan. L'intérêt de l'EHPAD hors les murs en tant que plateforme de service, c'est de permettre aux personnes à domicile, âgées ou en situation de handicap, de pouvoir avoir un repli au niveau des EHPAD sur un temps donné, parce que soit leur aidant, lui-même fatigué ou en vacances, ne peut assurer l'accompagnement et pouvoir intégrer l'EHPAD sur un temps donné en lien avec le service à domicile qui pourrait continuer en association avec nous à intervenir aussi au sein de l'EHPAD, évitant toute rupture aussi pour le résident et de se sentir quand même dans un environnement qu'il connaît, en tout cas un environnement humain. L'idée, c'est que nos EHPAD et la réflexion qui a été portée lors de cet atelier anticipé l'avancée en âge, c'est d'évoquer la méthode Montessori, plutôt la philosophie de la méthode Montessori, qui s'applique dans beaucoup d'EHPAD aujourd'hui et dont le maître mot, c'est prendre en compte les capacités des personnes que nous accompagnons, qui vont valoriser la personne dans ce qu'elle sait faire et non pas repérer les déficiences, les difficultés et ce qui l'empêche d'être et de vivre.